Nous allons parler dossier de santé et gestion des données de santé personnelles avec nos deux invités, Vincent Koenen, qui est le CEO de la société Adamant 7, et Alain Legros, qui est le CEO de la société Balder, spécialisée dans le consulting sur la silver economy notamment. Bonjour à tous les deux. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qui nous fait l'introduction? Peut-être Vincent, peut-être vous présenter, puis présenter votre solution. D'accord, volontiers. Donc, Vincent Koenen, j'ai 57 ans, ingénieur en software. J'ai fait toute ma carrière dans l'informatique médicale et développé plusieurs systèmes pour les hôpitaux, pour les médecins, etc. Et puis, en 2007, j'ai eu un cancer, une leucémie, qui heureusement se soigne très, très bien par un médicament extrêmement ciblé. Et donc, ça fait plus de 13 ans que je prends ce médicament-là. C'est jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je suis un heureux survivant du cancer. Malheureusement, 3 mois après moi, mon fils, qui avait 10 ans à l'époque, donc assez jeune, a fait un cancer des os. Une très longue chimiothérapie, de la radiothérapie, une greffe de moelle, et puis on l'a amputé de sa jambe droite. Donc aujourd'hui, Pierre est toujours en vie, mais il a ce handicap de prothèse à vie, quoi, avec tous les petits ennuis qui vont avec. Et donc, deux expériences du cancer dans la même famille, quasi en même temps, deux traitements extrêmement différents, un très facile pour moi, un très difficile pour lui, et pour lui, une des conséquences à vie, et pour moi, quasi pas. Donc, j'ai eu la chance de vendre ma précédente société, et j'ai décidé, avec Andaman 7, de faire un projet social, avec bien entendu du revenu pour que ça puisse durer dans le temps. Mais à la base, c'est un projet social qui a deux objectifs principaux. C'est de permettre la recherche, d'améliorer la recherche médicale et de trouver des nouveaux médicaments tels que le mien. Si ça existait pour mon fils, ben, il aurait toujours sa jambe. Voilà, donc c'est quand même très clair que l'objectif. Et le deuxième, si on s'est rendu compte aussi en tant que famille que c'était extrêmement difficile d'avoir accès à nos dossiers médicaux, elles étaient réparties un peu partout. Et donc, il n'y a pas moyen d'avoir une vue globale de l'ensemble de ces données médicales, ni pour le patient, ni d'ailleurs pour les médecins, car les données sont réparties dans des hôpitaux différents, parfois chez les généralistes, parfois chez mes parents quand j'étais jeune, et des choses comme ça, quoi. Donc, voilà un peu qui je suis et Andaman 7 et l'objectif d'Andaman 7. D'accord. Donc, en fait, c'est une solution que vous avez développée dans laquelle, j'ai bien compris, on regroupe les données de santé en un seul lieu et qui est accessible depuis un smartphone. Voilà. En fait, on regroupe les santé sur le smartphone. Donc ça, c'est une originalité de notre projet. En soi, on est très différent des autres. Je me demande si on n'est pas quasi les seuls à le faire, à part peut-être Apple. Nous, on stocke les données que sur le smartphone. Bien entendu, l'utilisateur peut faire des backups et des choses ainsi en cas de perte de smartphone, mais les données ne sont que là-bas. C'est-à-dire qu'au niveau de la vie privée, ben, c'est un respect à 100%. Même nous, la société Andaman 7 qui développons les outils, on n'a pas accès aux données des patients. Le patient est le seul à y avoir accès. Il décide à qui il veut partager ses données. Donc, tout ça pour la vie privée, c'est très strict. Et c'est même bien pour la sécurité. Parce que si vous commencez à stocker des dossiers médicaux sur un serveur ou même dans un hôpital sur des serveurs, etc., il y a toujours le risque de centralisation. Et donc, ça devient des endroits intéressants pour les pirates informatiques pour essayer d'aller voler des données médicales et les revendre parce que ça se revend cher apparemment. Et donc, non seulement vie privée, mais aussi sécurité. L'architecture que l'on a mise en place est particulièrement bien adaptée à ces deux objectifs-là. D'accord. Quel type de données on peut stocker sur votre application? Donnez des exemples si on pouvait. Oui, d'accord. Alors, nous, on appelle ça un dossier santé personnelle, par opposition à un dossier médical. Un dossier médical va contenir tout ce que le médecin note, tout ce que l'infirmière note, éventuellement ce que le kiné note, etc. Donc, tous les professionnels de santé. Ça, c'est médical au sens large. Pour moi, dossier santé, c'est tout ce qui concerne la santé au sens plus large. Donc, dans le médical, il y a les aspects, quelles sont mes allergies, quelles sont les maladies que j'ai eues par le passé, quels sont les médicaments que je prends, quelles sont les opérations que j'ai subies et toutes ces choses-là. Au niveau santé plus général, il y a l'activité physique, simplement. Donc, on collecte les informations d'activité physique, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est sommeil et tout ce qui est
informations diverses et variées sur le métier que fait la personne, s'il fume pas, des choses ainsi, tous les facteurs de risque en gros. Donc, c'est vraiment tout ce qui a un impact sur la santé. Et on peut tout stocker dans Andaman 7. C'est un peu une de nos particularités, c'est qu'on a un système de stockage particulièrement innovant qui n'a aucune limite sur non seulement la quantité de données, mais aussi le type de données. Donc, nous, on peut rajouter des types de données sans changer l'application. Et donc, chaque utilisateur est libre de stocker tout ce qui lui passe par la tête et tout ce qui lui semble utile, même des choses paramédicales, même de l'acupuncture, de l'herboristerie, enfin, se traiter par les plantes, voilà, même des traitements de médecine douce, on va dire, massage, on peut noter toutes ces choses-là dans Andaman. C'est vraiment très général, tout ce qui a un impact sur la santé, point. Si je peux me permettre, dans une collaboration avec Vincent, notamment avec Ergo 2.0, avec l'ergothérapeute, ça veut dire qu'on peut aussi intégrer des protocoles, notamment je pense à ECOP, OMS, pour vraiment travailler sur anticiper le point de fragilité de la personne. Donc, énormément d'informations, mais aussi en interdisciplinaire, peuvent se retrouver sur Andaman dans un seul lieu, et donc devenir quelque part une plateforme, alors que c'est chez le patient, il le partage avec qui il le désire, même si on change de soignant dans cette interdisciplinarité. Donc en permanence, autour et au départ de la personne, on a une identité large de sa santé et surtout aussi en termes de prévention. C'est un outil fantastique de ce point de vue-là. Un exemple, supposons que j'ai un accident dans la rue, les pompiers viennent me chercher, j'arrive à l'hôpital, je suis toujours conscient, j'ai mon smartphone. Je peux donner les informations, diffuser les informations de mon smartphone aux personnes de l'hôpital qui sont autour de moi, qui vont me recevoir. Tout à fait. Il suffit d'ouvrir le smartphone, de le débloquer, parce que c'est quand même une protection pour la vie privée. On donne ça aux pompiers, et puis lire et puis voir toutes les allergies que j'ai, les facteurs de risque que j'ai, les maladies que j'ai eues, et tout ça, c'est très facile à voir en fait. Oui. D'accord. De manière plus générale, les bénéfices de ce type d'application, qu'on comprenne bien. Alors, les bénéfices, c'est grand. C'est redonner aux patients un vrai contrôle de leur santé, quoi. Aujourd'hui, si vous êtes malade, vous allez chez un médecin et enfin, je veux dire, aujourd'hui, par le passé surtout, ça ressemblait un petit peu à j'ai un problème avec ma voiture, je la conduis au garage, je laisse le garagiste gérer le problème et je reprends ma voiture quand elle est réparée. Avant, on faisait un peu ça avec son propre corps, avec sa propre santé. On allait chez le médecin, on attendait qu'il gère et puis que c'était fini, on ne s'en tracassait pas. C'est en train de changer fortement. Il y a beaucoup de patients, déjà les patients vivent plus longtemps qu'avant, la moyenne de vie, l'espérance de vie a fort augmenté. Donc forcément, dans les 20-30 dernières années, on a toujours des petits problèmes ou des gros problèmes de santé. Et donc, on est obligé de se prendre en main et on a envie de se prendre en main aussi. Il suffit de voir le nombre de gens qui font maintenant du sport, qui font attention à l'alimentation, qui mangent bio. Enfin, il y a quand même une prise de conscience que la prévention et l'anticipation des problèmes et puis la gestion des problèmes de santé qui surviennent de manière soit douce, si c'est possible, soit avec la médecine conventionnelle qui est plus efficace, devient importante. Donc, c'est important pour le patient de savoir ce qu'il a, de comprendre ce qu'il a et de faire le suivi lui-même. Donc, ça, c'est le premier gros avantage. J'ai toutes mes informations avec moi tout le temps. Et puis, il y a toute une série d'avantages aussi, comme un traitement plus rapide, avec moins d'effets désagréables. Je peux vous citer un exemple très clair, très simple, qui m'est arrivé. Je me sentais fatigué depuis 2-3 mois. Je me dis, tiens, est-ce que je n'aurais pas des problèmes de thyroïde? J'ai pris un rendez-vous avec une médecin spécialiste à l'hôpital qui m'a reçu. Donc, elle a fait toute l'anamnèse, une consultation normale, etc. Elle m'a posé des questions, etc. Et puis, elle me dit, alors, deuxième étape sur les 3, c'est d'aller faire une prise de sang. Et puis, troisième étape, de refaire une seconde consultation avec moi pour un peu analyser la prise de sang et voir les résultats. Et puis, je lui dis, oui, mais moi, j'ai une leucémie, donc je fais déjà des prises de sang régulièrement. Est-ce que c'est nécessaire d'en refaire encore une en plus? Et elle me dit, bah oui, parce que je n'ai pas les résultats. Et je dis, oui, mais moi, je les ai sur mon téléphone. Je sors mon téléphone, je le débloque, je lui donne. Avec ses petits doigts, elle fait un zoom, parce que c'est petit un téléphone, mais soit, le résultat de mon prise de sang était là. Elle est allée regarder et tout de suite, elle m'a dit, vous n'avez pas de problème avec votre thyroïde. Donc, c'est terminé, fini. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3
interventions, hein, une consultation, une prise de sang et une deuxième consultation. J'en ai eu qu'une. Deuxièmement, j'ai eu mes résultats tout de suite, plutôt que d'attendre probablement 1 mois pour faire toutes ces étapes-là. Et troisièmement, ça m'a coûté à moi une consultation au lieu de payer 3 fois, et à la sécurité sociale surtout. La sécurité sociale a gagné une consultation et une prise de sang. Et quatrième avantage, je n'ai pas dû me faire piquer une fois en plus parce que c'est jamais agréable de se faire piquer. Vous voyez, un petit détail comme ça, déjà plein d'avantages. Alors, si on multiplie ça au nombre d'examens, parce que là, je parle d'une prise de sang, ce n'est pas l'examen le plus cher. Si on doit refaire une IRM ou une radio ou un PET scan et tout ça, c'est des examens qui coûtent très cher. Donc, si on peut en éviter de temps en temps, c'est évident les bénéfices qu'il y a pour la personne et pour le système de soins en général, qui coûte déjà trop cher, on le sait bien, hein, qui coûte trop cher et qui devra être optimalisé. Alain, de ton côté, tu vois l'application, ce type d'application comment en fait, à quel usage de ton côté? J'en ai parlé tout à l'heure avec Ergo 2.0, comme on retravaille vraiment dans le quartier, dans le local, autour de la personne. Ça permet effectivement, enfin, le premier avantage pour moi dans nos travaux, c'est cette collecte d'informations avec bien sûr l'accord de la personne, l'accord de partage qui doit venir de la personne, c'est de pouvoir travailler dans le même endroit d'information et ne pas devoir, comme Vincent le dit, aller à gauche, à droite. Donc, ce qui veut dire également, notamment pour le médecin généraliste et pour l'hôpital, d'accepter aussi, au moment où il y a visite, où il y a de nouveaux éléments, d'intégrer ces éléments sur le smartphone de la personne. Hein. Donc, il faut également que ce dossier soit à jour. Mais de ce point de vue-là, Vincent pourra peut-être en parler avec notamment le CHU de Liège ou des hôpitaux américains hein, sur la compatibilité avec Andaman. Mais en tout cas, dans l'esprit, là je m'arrêterai là, on est dans vraiment une cohérence intellectuelle et je pourrais presque dire éthique. C'est-à-dire, c'est de rendre à la personne, dans la propriété de son corps, de sa vie, de son projet de vie, la propriété et le contrôle de ces données. Ça veut dire que je peux aussi voyager avec mes données. C'est-à-dire qu'on est pour une part de la population, on peut changer de département en France, on peut changer de région dans le pays, donc nécessairement changer d'hôpital quand il y a un souci. Eh bien là, aucun souci, j'ai la totalité tout de suite, quoi. Donc c'est un outil de deux choses, beaucoup plus agile que les réseaux de santé qu'on connaît, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, qui sont plus des outils d'administration, de financement du soin, dans le bon sens du terme, hein, mutualisation, sécurité sociale, etc. Donc, un outil beaucoup plus agile. Et voilà que j'oublie le deuxième point. Bon, voilà, c'est cette agilité d'outils qui me semble. Et puis aussi, oui, le deuxième point, c'est qu'il est évolutif. C'est-à-dire que, on l'a vu avec Vincent, on peut référencer d'autres outils comme une téléassistance, voilà, d'autres services autour de la personne. Hein. Voilà, il y a vraiment une collecte d'informations qui vont servir au projet de santé, accompagnées bien sûr dans le local. Une question technique en fait que certains doivent se poser, enfin une objection qui doit se poser, c'est si je perds le smartphone, je perds mes données ou c'est stocké quelque part également en plus? Alors, elles ne sont pas stockées par nous. On envoie des messages aux patients leur suggérant d'activer des backups, soit sur leur ordinateur privé s'ils veulent avoir une sécurité maximale, soit sur leur partenaire cloud ou quoi, ça dépend un petit peu. Ça, c'est tout à fait de leur côté et c'est normalement des systèmes complètement privés, mais surtout par le système Andaman, de par le fait que vous pouvez partager vos données soit avec le conjoint, soit avec votre médecin de famille, soit avec l'hôpital, vos données sont à plusieurs endroits. Et alors, nous, on détecte quand vous achetez un nouveau smartphone, vous réinstallez Andaman 7 vide, vous faites le login avec votre mot de passe et le système détecte que la synchronisation, si vous voulez, est à 0 et elle envoie des messages aux autres pour que les autres renvoient les données. Et donc, il y a une reconstruction après coup des données par synchronisation à partir des différents points
des différentes personnes qui font partie de votre cercle de confiance, le nom qu'on donne aux personnes qui ont une copie totale ou partielle de vos données, eh bien, ces personnes-là vous renvoient vos données après, automatiquement, hein, sans même qu'ils doivent faire une action. Autrement dit, j'ai bien compris, chaque point se synchronise avec les autres points automatiquement pour que chacun Exactement. ait la version complète Exactement. des données. Ça qu'Andaman, c'est aussi un autre différenciateur important d'Andaman, c'est que la plupart, ou si pas tous, les dossiers médicaux sont toujours des systèmes avec un point central, un master, hein, un maître et des esclaves, avec une base de données centrale et puis des gens qui interrogent la base de données ou synchronisation de base de données centrale. Avec Andaman, c'est pas du tout le cas. C'est un système complètement distribué à la base. Donc, chaque point fait partie d'un sous-réseau, d'un cercle de confiance, et n'importe quel point qui rajoute des données sont transmises aux autres, à condition qu'il y ait un accord évidemment de transmission. Et surtout, on sait qui a généré quelles données à quel moment. Parce que dès qu'on est dans un système distribué, il faut garder la confiance. Et forcément, il faut savoir d'où viennent les données, quelle importance lui attribuer. Un médecin va peut-être attribuer plus ou moins d'importance à une information qui vient du patient que si elle vient de l'infirmière ou de son collègue médecin. Donc voilà, dans un système distribué, et ils vont tous le devenir, hein, donc les systèmes hospitaliers, les systèmes de première ligne et des généralistes, ils vont tous devoir aller vers un mécanisme de système distribué, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir du mal à mettre en œuvre toutes ces complexités techniques là, après coup. Mais ça va être indispensable. Dans un monde connecté, c'est indispensable. Et dans le cas d'Andaman, c'est fait à la base dès sa conception. Donc, le système va beaucoup plus loin que des systèmes existants parce qu'il a été conçu comme tel, quoi. D'accord. C'est-à-dire quand l'application est compatible avec les logiciels que les médecins ont sur leur ordinateur, dans leur système? Alors, elle est, on va dire, relativement compatible dans le sens où nous avons plusieurs connecteurs qui permettent de se connecter à des systèmes existants. Nous essayons d'en supporter un maximum, hein, mais maintenant, il y en a énormément, malheureusement, hein. Dans chaque pays européen, il y a des systèmes différents. Et dans un même pays, comme la France, il y a probablement 10-15 systèmes Oui. qui n'ont pas une très, très grande interopérabilité ou une grande capacité d'échanger des données. Ils ont presque tous la capacité de recevoir des résultats de labo, par exemple. Ça, c'est une fonctionnalité de base qui existe souvent. Mais au-delà, échanger un dossier médical complet, c'est souvent très compliqué, quoi. Andaman a un système qui permet de se connecter un système interne qui permet de se connecter à n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est aussi bien un système hospitalier qu'un laboratoire d'analyse, qu'un système d'un médecin généraliste, mais aussi d'une infirmière, d'un kiné. Ça permet de se connecter à des appareils connectés, un glucomètre, un tensiomètre, etc. Donc, vraiment, n'importe quel système peut être interfacé avec Andaman. Pour faire ça, on supporte plusieurs formats, notamment des formats de type HL7 et FHIR, qui sont des standards qui commencent à être vraiment bien acceptés au niveau mondial. Mais il faut être honnête, une société comme Andaman, qui est une société européenne, on est compatible avec 85% des hôpitaux américains, parce qu'il y a un système d'interface uniforme là depuis pas longtemps, hein, depuis 1 an ou 2. Et en Europe, l'Europe dit qu'elle ne peut pas imposer au pays une norme. Donc, chaque pays réfléchit et il n'y a aucun pays aujourd'hui qui a vraiment imposé une norme internationale. Il y en a qui ont des initiatives loco-nationales, on va dire. Et donc, malheureusement, en Europe, ça va être la galère, quoi, parce qu'on est loin d'avoir un système uniforme déjà dans les pays, et d'un pays à l'autre, on en est encore plus loin, malheureusement. Donc, nous, on est dans 2 pays, dans 2 projets qui sont financés par la Commission européenne pour essayer d'améliorer la situation, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, quoi. Et surtout au niveau réglementaire et gouvernemental. En fait, il faut l'imposer aux hôpitaux, il faut l'imposer aux éditeurs de logiciels parce qu'ils ne le feront pas d'eux-mêmes, parce que ce sont des coûts pour eux et ils n'ont pas énormément à y gagner. Qui a y gagné, c'est surtout le patient, quoi. Donc, pour avoir accès à ces données et qu'ils puissent passer d'un hôpital à l'autre facilement. Donc, tout ça n'est pas très motivant pour les fournisseurs de soins. Et donc, tant que le gouvernement ou l'instance régulatoire n'impose pas cela, je crains que ça n'évolue pas suffisamment vite. Justement, en Europe, on en est où dans l'usage de ce type d'application?
Est-ce qu'il y a des pays, Alors, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres? euh, en Europe même, je pense que certains pays de l'Est, comme l'Estonie, etc., sont déjà connus pour avoir une carte d'identité électronique et une série d'informations. Le vote, je pense, électronique sont avancés. Euh, France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, tout ça, c'est assez moyen, je dirais. La Hollande, les Pays-Bas ont démarré une initiative il y a un peu moins d'un an qui s'appelle MedMay, qui vise à imposer un standard d'échange que tout le monde doit respecter. Donc là, ça semble bouger un peu. L'Angleterre n'est plus en Europe, donc on n'en parle pas. Sinon, l'Angleterre avance plus ou moins bien, un peu comme les États-Unis. Elles sont en retard sur les États-Unis, mais ils avancent dans la même direction. Euh, voilà, donc c'est pas glorieux, je pense. Et en Belgique, vous savez qu'on a 3 régions. En France, il y a des départements et des décisions différentes aussi. En Allemagne, on a les Bundes qui ont une autonomie de décision. En Suisse, il y a tous les cantons, les 25 cantons. Donc, même intra-pays, ça reste compliqué. C'est pour ça qu'avec Andaman, on se dit, il faut pas qu'on soit bloqué avec ça, avec ces freins-là. Et donc, le patient peut encoder ce qu'il veut. Donc, le patient peut encoder toutes ces données, même si son hôpital n'est pas encore compatible. Il peut scanner des documents papier qui viennent de son hôpital. S'il reçoit une version électronique PDF, il peut l'insérer dedans. S'il a des appareils connectés, il peut lui-même récupérer les données, etc., quoi. Donc, voilà. Normalement, dans beaucoup de pays européens, enfin, c'est une loi, hein, le patient a droit à ces données, ça c'est indéniable, c'est depuis déjà 2002 la loi sur les droits des patients, ça s'est renforcé avec le GDPR, donc tout patient a le droit d'aller à son hôpital et dire je voudrais une copie de mon dossier médical. Et ils sont obligés de le donner pour un coût raisonnable. Ça peut pas être plus de 20 euros, je pense, quelque chose comme ça. Donc, les hôpitaux, soit ils sont vraiment pas sympas, ils impriment tout, ils donnent un gros bloc de papier aux patients, ça, c'est pas cool du tout, et ça leur coûte en plus. Soit ils mettent tout ça sur un CD-ROM, et alors vous avez un CD-ROM chez vous, donc c'est déjà une première étape. Vous pouvez manuellement transférer de votre CD-ROM vers Andaman 7, donc vous constituez votre base d'informations. C'est déjà ça. Le problème, c'est que dans 3 semaines, vous allez passer un nouvel examen ou quoi, il ne sera pas sur le CD-ROM, il sera à l'hôpital et il vous manquera tout de suite des données. Donc, il faut un système en temps réel, comme on l'a fait avec certains hôpitaux ici. Je peux vous citer des exemples, mais il faut avancer là-dedans. Oui. Le modèle économique, comment est-ce que vous gagnez, enfin, vous générez vos revenus? Oui. Oui, alors ça, on veut être très clair aussi. Donc, nous, on veut faire un projet social dans le sens où on veut que les patients, moi je suis patient, hein, mon fils a été patient, donc on pense qu'on ressent bien le besoin du patient. Donc, et comme aussi j'ai eu la chance d'être bien soigné par la médecine moderne et mon fils aussi, donc j'avais envie de rendre quelque chose à la société. Et donc, j'ai décidé qu'il y aurait un côté social et que l'application serait gratuite pour les patients. Donc, dès aujourd'hui, n'importe quel patient, et pas que dans nos pays francophones, hein, dans 20 langues, les 20 langues les plus parlées sur la Terre, on peut télécharger Andaman 7 sur Apple ou sur Android, sur les 2 systèmes existants, et commencer à gérer ces données santé sans aucun coût et sans que les données soient utilisées. Hein, on dit souvent, oui, attention, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit et qu'on utilise vos données. C'est pas vrai ici, c'est pas vrai du tout. Donc, on n'utilise absolument rien et c'est vraiment réellement gratuit pour le patient. Maintenant, effectivement, on veut que le problème la société puisse tenir le coup parce on doit financer tous ces développements-là, ça coûte assez cher. Donc, on a besoin de revenus. Et les revenus, on a décidé de les mettre du côté business, B2B, comme on appelle ça. Donc, quand un hôpital veut faire un projet de suivi de patients à domicile, par exemple, il peut faire appel à nous et nous, on va le mettre en contact avec les patients. Donc, Andaman ne vend pas de données, mais il vend un accès aux patients, un système qui permet de contacter les patients, de leur demander s'ils veulent bien répondre à des questionnaires. Les questionnaires, c'est une manière de collecter des informations, etc. Donc ça, c'est un revenu. Et le deuxième revenu, c'est la recherche médicale. Je vous ai dit que moi, j'avais bénéficié d'un médicament extrêmement efficace qui m'a sauvé la vie. Hein. Avant ce médicament-là, avec ma leucémie, on espérait vivre quelques mois, maximum 2 ans.
Donc, c'était vraiment une maladie très mortelle, quoi. Et avec ce médicament-là, j'ai une espérance de vie tout à fait normale. Mon fils n'a pas eu la même chance que moi, donc pouvoir faire de la recherche, aider la recherche. Donc ça touche forcément au monde pharmaceutique ou au monde académique qui fait de la recherche. Donc là, il faut être très prudent avec ce qu'on fait. Les données doivent être anonymisées. Il y a beaucoup de règles, heureusement, c'est très régulé. Et donc, voilà, là, nous pouvons aussi permettre, par exemple, au monde de la recherche, d'envoyer des questionnaires électroniques aux patients à travers la plateforme Andaman7 pour récolter des informations sur les effets secondaires d'un nouveau médicament, sur l'efficacité ou non du médicament, etc. Donc, et ça, les firmes pharmaceutiques, etc., nous payent pour faire des études, toujours, bien entendu, avec le consentement du patient. On dit souvent, on a tendance à dire, les firmes pharmaceutiques, dire que c'est le grand méchant loup. Il faut faire attention parce qu'il y a parfois des abus, je suis tout à fait d'accord, mais il ne faut pas oublier non plus que s'il n'y avait pas de médicaments, je pense qu'on ne serait pas très efficace pour soigner les patients non plus. Donc, il faut remettre un peu l'église au milieu du village, je pense. Et si on fait les choses correctement, je pense qu'il est intéressant pour les patients. Mais d'ailleurs, 85% des patients sont d'accord de contribuer à la recherche médicale, mais à condition de savoir qu'on leur demande leur avis d'abord, qu'ils puissent arrêter quand ils veulent, qu'ils sachent pourquoi c'est, quelles données. Donc, s'ils sont bien informés, beaucoup sont d'accord, quoi. Donc, voilà. Donc, nous, on essaye de mettre en contact ces deux acteurs-là, ceux qui ont des données, les patients, et ceux qui en ont besoin pour développer des nouveaux médicaments. Pour Adam 7, quels sont les premiers utilisateurs? Quels sont ceux qui ont été les plus enclins à utiliser cette application? C'est surtout les plus de 50 ans, je dirais, de manière générale, aussi bien hommes que femmes. Peut-être un peu plus de femmes parce qu'elles s'occupent de la santé, de la famille, peut-être de manière plus générale, plus classique. Mais c'est pas très différent. Donc, hommes, femmes au-delà de 50 ans. Pourquoi? Je pense c'est simplement parce que c'est l'âge à partir duquel on commence à avoir des problèmes de santé à gauche, à droite, et qu'on commence à prendre conscience il faut bien gérer la machine qu'est notre corps, quoi. Un commentaire, Alain? Non, je trouve que Vincent est... Voilà, je pourrais peut-être ajouter une petite touche dans ce qu'on vient de vivre dans l'actualité du Covid. C'est que, selon le pays, évidemment, je parle au départ de la Belgique, ici, ce que j'aime particulièrement, c'est que la personne est dans ce libre choix et donc propriétaire. Sa donnée n'est pas ailleurs que chez elle. Ça me semble, d'un point de vue démocratique, tout à fait exemplaire. Parce que, je veux dire, dans ce qu'on vient de vivre avec le tracing, avec des consolidations de données, avec des interpellations parlementaires sur des règles qui étaient les nôtres, par exemple, pour cette protection de données, il y a des choses, voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais qui me semblent tout à fait dangereuses, dans un but avoué de sanitaire et de protection de la population, mais qui pourraient mener à tout à fait autre chose. Alors, d'une part, on se méfie des GAFA, mais d'autre part, je pense qu'il faut aussi, de façon démocratique, rester dialectique en ce qui concerne nos données et cette sphère privée avec nos gouvernements et nos systèmes. Pas du tout que j'y vois mauvaise intention de la part de notre gouvernance, mais dans l'urgence, etc. Bon, voilà, si on n'y prend pas garde, il pourrait y avoir des dérives et que ces données servent à autre chose que de contrôler une pandémie, par exemple. D'accord. Oui, donc ce que disait Vincent, ce que vous disiez, l'important, c'était de garder de manière locale, en fait, les données, c'est ça. C'était un des éléments pour protéger ce type de dérive, s'il y a ce type de dérive dans l'avenir. C'est ça, les garder en local, et que aussi chaque fois qu'il y a la moindre donnée qui quitte ce stockage local, que le patient donne son consentement préalable et puis qu'il le voit, qu'il ait une trace. Donc, dans Andaman, vous verrez qu'il y a un écran où on voit la liste de toutes les données qui rentrent et qui sortent de manière très explicite, quoi. Donc, oui, ça me semble indispensable, vraiment très important. Dernière question de mon côté, c'est que faut-il pour que ce type d'application soit beaucoup plus diffusé et utilisé? Les patients l'ont compris, je pense, hein, parce que nous, les téléchargements des patients viennent de l'initiative du patient. Donc, il y en a aussi. Alors, clairement, il y a toute une série de patients qui n'ont pas de vrais problèmes de santé, qui ne sont pas très tracassés par ça. Donc, pour ça, ce ne sont pas des
des personnes très motivées, plus jeunes typiquement, hein, quand on est plus jeune, on a moins de problèmes de santé. Pour que ça se développe, il faut que les patients aient confiance. Donc, moi, je pense qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait au niveau de la confiance. Les données sont locales, les données ne sont partagées que si le patient le demande. Si elles sont partagées, elles sont chiffrées, etc. Et on sait avec qui. Donc là, je ne vois pas comment on pourrait faire encore plus sûr que ça. Euh, donc, il faut qu'il y ait la confiance des patients. Il faut qu'ils s'y mettent. Il faut qu'ils installent l'application et commencent à l'utiliser. Il ne faut pas qu'ils hésitent à embêter leur hôpital, etc., en disant, écoutez, j'ai droit à avoir mes données, j'aimerais bien les avoir. Donnez-les-moi, si possible dans l'application Andaman, sinon au moins dans un CD-ROM que je puisse les mettre et renseignez-vous sur le système Andaman parce que n'importe qui peut envoyer ces données, se connecter au système Andaman. Il y a des informations sur le site web, comment faire, etc. Donc, voilà, ça ne tient qu'à vous, chers docteurs et chers médecins, de respecter mes droits, d'avoir l'entièreté de mes données, quoi. Ce qui pourrait aussi améliorer les choses, c'est que le monde médical soit alors là, je vais être prudent parce qu'il y a vraiment deux catégories de médecins. Il y a des médecins qui sont vraiment focalisés sur leurs patients. Moi clairement, mes médecins, mais c'est aussi des choix. Mes médecins sont vraiment entièrement ouverts, donc ils me donnent toutes les données tout de suite. Pour vous dire jusqu'où ça va, quand mon fils a eu quand il a eu un diagnostic du cancer ici à Liège, en Belgique, j'ai demandé à l'oncologue si on pouvait demander un second avis. Donc, l'oncologue, une dame, a dit, bien entendu, je vous donne toutes les informations. Donc, déjà, ça, c'est une preuve d'ouverture intellectuelle et d'intelligence et de vraiment se focaliser sur le patient, parce qu'avoir un second avis qui est le même, ça permet de donner confiance avec le traitement qu'il faut et d'aller le plus vite possible dans le traitement adéquat. Mais en plus de ça, mon médecin généraliste m'a dit, pour le second avis, tu as intérêt à aller à Paris, chez Gustave Roussy, hein, et je vais t'accompagner, je vais prendre un jour de congé, aller avec toi pour bien comprendre tout ce que le spécialiste va dire, parce que toi, en tant que patient, tu risques de rater certaines choses. Vous imaginez, ces deux médecins, c'est quand même, ça pour moi, ce sont des vrais médecins, quoi. À côté de ça, vous avez d'autres médecins qui bloquent l'accès aux informations, qui ont peur, qui disent oui, mais en cas d'erreur médicale, trop de transparence, c'est pas trop bien non plus. Ben, ça, je suis désolé, c'est pas l'intérêt du patient du tout. Et quand on ferme les accès aux données, aussi parce que les données sont peut-être revendues après pour faire de la recherche et que ça amène du revenu à l'hôpital, d'accord, mais faites-le, mais sans bloquer l'accès aux patients, quoi. Donc voilà, il y a toute une série de raisons avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord au niveau du monde hospitalier. Et je pense que là, il doit vraiment évoluer et surtout respecter les lois. Ce sont des lois très claires, quoi, hein. Donc voilà, donc pour certains, on n'est pas tout le monde dans le même panier. Pour certains, il y a vraiment un besoin d'évoluer vers une plus grande éthique médicale, un respect du patient et ne pas voler l'autonomie du patient. Le patient a droit à son autonomie, il a droit à ses données. Et tous les arguments du genre, oui, mais les patients ne sont pas capables de comprendre. Vous savez, il y a des patients qui ne vont pas faire attention et donner leurs données à leurs assureurs et des choses comme ça. Ce sont des fausses excuses. C'est vrai que ce sont des problèmes qui peuvent exister, mais pour 1% de problèmes, on bloque 99% des accès. Donc, ça, je n'accepte pas ce genre d'excuses-là. Une conclusion à l'émission? Je ne voudrais que renforcer la tendance actuelle des patients qui se prennent en main, qui se prennent en charge, continuer comme ça. Aux États-Unis, ils disent the patient becomes a health consumer, donc le patient devient un consommateur de soins de santé ou de services santé. Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait un peu plus, pas d'aspect commercial, mais un peu plus de choix, que le patient puisse aller vers le médecin qui lui rendra le meilleur service, et pas que le service purement médical, mais aussi un service d'accueil, d'accompagnement, de mise à disposition de ces données, de tout ce qui va avec, quoi, hein, de tout ce qui est pas que l'acte technique. Donc, il y a une vraie tendance là. Il faut l'encourager. Je pense que ça va réduire les coûts de la sécurité sociale et les coûts des soins en général. Je pense que ça va améliorer les traitements, comme je l'ai cité dans l'exemple tout à l'heure. Et je pense que les patients ne doivent vraiment pas hésiter à faire respecter leurs droits et à insister auprès de leur médecin. Plus il y aura de patients qui assisteront, plus ils diront, bon, d'accord, là, on n'a plus le choix, quoi. Il faut vraiment y aller, quoi.
Super. Juste un mot, mais oui, une autre façon de le dire. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un bon outil pour peut-être changer, dans beaucoup de cas, ce que j'appellerais le client captif du soin. On est dans une société quand même aujourd'hui où on peut comparer les choses, où on peut choisir. Il n'y a pas de raison que pour notre bien le plus cher, qui est notre santé, ça soit la propriété exclusive voilà, d'un ou de plusieurs professions. Il n'y a aucune raison à la chose. Super. Merci Vincent Koenen. Je rappelle que vous êtes CEO de la société Adaman 7 et Alain Legros, qui est CEO de la société Balder, spécialisée en consulting notamment sur la silver economy. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Frédéric. Merci Frédéric.